L'éditorialiste de la vie politique à France Télévisions, évidemment, elle est celle qui nous fait partager sa passion pour la politique, tout simplement, Nathalie Saint-Cric. Mais on va découvrir une autre passion, mais c'est pas un début, c'est le 3e roman, c'est un véritable polar judiciaire. Ça s'appelle La Petite Mère aux éditions de l'Observatoire, on va parler dans quelques instants. Mais en matière de suspense, on pourrait dire que la vie politique nous en réserve parfois. On est pratiquement là, jour pour jour, à 1 an de l'élection présidentielle, Nathalie Saint-Cric. On dit souvent que les sondages ne font pas le printemps, mais là, on a l'impression que quelque part, c'est en train de se jouer aujourd'hui. Oui, avec une sorte de désarroi pour les commentateurs. Bonsoir d'abord, bonsoir à tous, qui sont effectivement... Moi, il y a pas mal de gens dans la rue qui me disent « Mais à votre avis ?» Je dis « Écoutez, j'ai pas d'avis. » D'abord parce qu'on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Même d'un point de vue international, on est payé pour savoir que du jour au lendemain, il peut y avoir un événement auquel on n'avait absolument pas réfléchi. Ensuite, les sondages fluctuent très facilement, montent, descendent. Regardez l'effet Retailleau. Il y a eu un effet Retailleau, puis c'est Et là, on retombé. a l'effet Édouard Philippe. Et la mode Subi, était là, dire... après les La municipales. mode, dans les milieux dits bien informés, c'était dire « Oh, Édouard Philippe, je le sens pas. Hein. » Bon, là, il vient de reprendre 6 points. Maintenant, les gens le ressentent. Et surtout de se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va débouler. Alors ça, c'est l'espoir d'un certain nombre de déçus de la politique, en se disant il doit peut-être y avoir quelqu'un tapis dans l'ombre, un petit peu quelqu'un comme... qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Ce ne serait pas Non, Gabriel Attal, ça serait comme pas... Jean Castex, ou quelqu'un qui n'est pas dans les cités, dans les sondés, dans ceux qu'on cite tout le temps. Et donc, il y a cette espèce d'espoir. Et puis, cette chose absolument désolante, enfin, que je trouve désolante. Alors, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup les gens qui écrivent des livres. C'est qu'on va marcher, si j'ose dire, sur les livres de politique. Oui. Tout le monde... Enfin, en ce moment, justement, ça va être le grand mois d'avril ou de mai. Et avec des gens qui se présentent leur personnalité, mais j'ai pas l'impression qu'on ait déjà des programmes. C'est vrai, il y a Gabriel Attal qui fait un... Il y a Gabriel Attal, il y a Pierre Moscovici, il y a Bruno Le Maire, il y a Jean-François Copé qui vient d'en sortir un. Donc ça va... Voilà, chaque candidat ou candidat virtuel a son livre, mais on n'a pas l'impression de progresser énormément. Moi, si vous me donniez une copie à faire avec 1 heure, et avec une punition si je ne réussis pas, qui était mettre noir sur blanc le programme en matière de sécurité sociale, d'indemnité chômage, de politique étrangère de chacun, je serais infichu de le faire. Pourtant, a priori, c'est quelque chose qui est plus à ma portée que d'écrire un livre de recettes de cuisine. Oui, mais là, on a par exemple eu la une de Paris Match avec Bardella, avec sa compagne. Est-ce que ça, voilà, c'est au fond un lancement de campagne présidentielle, une future première dame mais le problème, j'ai toujours vu ça avec les politiques, c'est qu'ils confondent la popularité et la notoriété. Alors la notoriété, c'est quand on vous reconnaisse dans la rue, qu'on dise « Ah là, je l'ai vu » et tout. C'est très important d'avoir la notoriété, c'est-à-dire d'être connu. Après, le fait d'être très populaire, alors là, pour l'instant, Jordan Bardella a les 2 en même temps. Mais au moment où on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire quand il y aura la campagne électorale, quand il y aura des débats télévisés, non pas que les débats télévisés soient l'alpha et l'oméga de tout, mais il y a un moment donné où l'épaisseur politique, l'épaisseur des connaissances, est important. Quand on demande à Jordan Bardella, et ça l'insupporte, est-ce que finalement vous n'êtes pas trop jeune, trop inexpérimenté, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas vraiment travaillé? Et il dit, écoutez, non, si c'est pour faire l'ENA et ne rien faire comme les autres, ok, j'admets. Vous n'avez pas travaillé, si, il a un petit peu travaillé, mais enfin, pas le monde de l'entreprise, tel qu'on peut le connaître quand on y reste un certain temps. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand il y aura un débat, remarquez, il n'est pas le seul, hein. Jean-Luc Mélenchon a travaillé, il a été enseignant pas très longtemps. Je ne dis pas que ce serait les finalistes, hein, mais il y a quand même des gens qui sont vraiment coltinés avec le travail, tout ce que ça représente. Il n'y en a pas énormément. Donc je pense que la campagne peut être décisive et probablement qu'on n'aura peut-être pas besoin de quelqu'un de flamboyant, mais peut-être quelqu'un de sérieux qui nous dira à peu près la vérité, qui sera à peu près pas gai, mais qui au moins ne mentira pas. Enfin, c'est moi ce que j'espère. Mais alors, on ne sait pas si c'est Marine Le Pen, c'est les juges qui vont décider ou Bardella. Le 7 juillet. Voilà. Et puis ils veulent tous y retourner, même François Hollande. On voit bien qu'il se prépare. Je pense, et là j'emprunte cela à mon mari, qui a fait un bouquin qui s'appelait Les jours d'après, où il est allé les voir tous, enfin ceux qui étaient vivants évidemment, pour savoir dans quel état d'esprit ils étaient après avoir été battus. Je pense qu'il n'y en a aucun qui s'en est remis. C'est-à-dire Giscard ne disait pas sa défaite, il disait sa non-victoire. Parce que ça rendait sa défaite... Ils veulent se venger. Ils veulent... Pas forcément. Ils ont tellement aimé ça, je pense. Il n'y en a pas un seul qui ne se dit pas « j'aimerais bien revenir ». Mais c'est irrationnel. Oui. Mais c'est très présent. Il y a cette espèce, il y a François Hollande en rêve. Nicolas Sarkozy en a rêvé. Emmanuel Macron nous a quand même laissé entendre que ça pourrait, 5 ans plus tard... C'est le seul qui ne peut pas y aller, là, pratiquement. Pour l'instant. Oui. Mais pour l'instant, vous dites? Pour l'instant, parce qu'il suffit qu'il laisse passer 5 ans. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il sera en mesure... vu l'état dans lequel il partira, pardonnez-moi,
de se représenter, mais c'est quelque chose qu'ils ont dans un coin de leur tête avec une immense nostalgie. Oui, et le bilan, parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui n'arrive pas à faire travailler les boulangers le 1er mai, mais voilà, alors que la guerre est aux portes, en Iran, le détroit d'Ormuz, les conséquences économiques en France. Sur la politique étrangère, je pense, et j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait toujours un petit effet d'entraînement ou d'initiative d'Emmanuel Macron. Alors, c'est pas comme à la grande époque où il y avait soit un couple franco-allemand, parce que maintenant, le couple franco-allemand, c'est plutôt allemand-italien, enfin, ça se définit différemment. Donc, je pense qu'on pèse encore un peu. Mais c'est vrai que le gouvernement, à force de ne vouloir fâcher personne et de n'être pas être en mesure de fâcher quelqu'un, sous peine de tomber, puisqu'à chaque coup, on agite la motion de censure. Oui. C'est la gauche qui agite c'est la gauche, oui, mais la gauche, mais vous avez des alliances improbables de temps en temps. C'est-à-dire que vous avez des motions de censure que LFI propose, que le Rassemblement national. On arrive à un gouvernement qui, certes, nous dit « nous réformerons jusqu'à la dernière seconde ». Mais en fait, concrètement, ils ne peuvent pas. Oui. Ils ne peuvent pas, donc on en arrive presque à... Et ça, c'est pas moi. Je discutais de ça avec un sénateur centriste, hein, pas un révolutionnaire, qui disait on se demande même à quoi ça sert d'attendre 2027. C'est vrai que... Oui. Il y a un espèce de truc figé, et on ne voit pas bien. Mais c'est vrai que vous, Nathalie, qui suivez tellement de près la vie politique, là, est-ce qu'il y a une lassitude des Français? Parce qu'Édouard Philippe a dit les Français, on a ras la couenne de la politique. Oui. Enfin, c'est pas... Moi, je m'en rends compte. Peut-être que je projette ce que je ressens sur l'opinion. Moi, je trouve ça vraiment de moins en moins intéressant. Mais c'est peut-être l'usure. Hein. J'ai un jeune fils que ça passionne. Mais il y a, notamment dans une étude qui a été faite par Ipsos et par Brice Tinterier, le côté, une espèce de désillusion, on n'y croit pas vraiment, on n'est pas enthousiaste. On croit déjà savoir qu'on votera par défaut. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un enthousiasme soudain vis-à-vis d'un candidat, mais que ça sera, on va voter contre, c'est-à-dire pour éviter le RN, ou pour éviter Jean-Luc Mélenchon, ou pour, vous voyez, et que c'est pas pour l'élection qui est l'élection la plus chérie des Français, avec les municipales, on n'a pas l'impression que... Vous savez, le moment où on dit ça se cristallise, c'est-à-dire les gens commencent à être un peu excités en se disant, voilà, ça... On n'a pas l'impression ni qu'il y ait un vivier d'hommes ou de femmes qui puissent provoquer cela, parce qu'on devrait les connaître normalement, ni qu'ils puissent se révéler tout d'un coup pendant une campagne. Mais bon, probablement qu'on aura une surprise. Il faudrait bien qu'elle soit bonne. Il pourrait y avoir une surprise. Parfois, les journalistes se font avoir. Hein, souvent. Ils se font tromper. Ils n'ont pas vu venir. Hein, mais moi, je ne fais plus de prédictions. Non, parce que sinon, on le repassera, Nathalie. Hein, voilà, quand on a des traces, c'est terrible. C'est terrible. Mais alors, c'est vrai, on s'attendait à un bouquin politique, Nathalie. Et là, je le disais, c'est le 3e roman. Et c'est un roman formidable. Je dis tout de suite, c'est La Petite Mère, donc chez aux éditions de l'Observatoire. On n'est pas du tout dans le domaine politique. On est plutôt dans un domaine de thriller, on va dire, de polar, d'enquête policière, ou voire même d'enquête judiciaire. Et on est au cœur d'un drame humain. Et puis avec un personnage d'avocat qui va prendre sa retraite et qui se voit rattrapé en quelque sorte par son passé. Mais c'est une histoire absolument incroyable parce qu'on va au tréfonds de l'âme humaine et parfois de quelque chose d'absolument sordide, mais on va découvrir dans ce livre des personnages absolument fascinants. Alors, moi j'aime beaucoup les faits divers. Je ne considère pas comme certains que c'est méprisable. Ça me passionne. Alors, les faits divers qui sont un peu complexes. C'est-à-dire si c'est simplement une voiture qui a renversé un piéton parce qu'il ne voyait pas clair, ça ne m'intéresse pas beaucoup, une explosion de gaz. Là, j'ai trouvé, dans cette histoire qu'on m'a racontée il y a une dizaine d'années, des nœuds psychologiques absolument formidables, ou comment des gens qu'on croise peut-être tous les jours, vous comme moi, comme les téléspectateurs, qui ont l'air d'être des gens totalement classiques, peuvent finalement avoir une dimension tragique et une dimension de héros parce qu'ils ont fait, même si c'est quelque chose de mal. C'est-à-dire, ce qui me revient au cerveau sans arrêt, c'est, vous savez, quand on arrête quelqu'un, on apprend que quelqu'un fait une horreur, il a tué sa femme, ses 3, je vois. Il y a toujours la voisine ou le type du dessus qui dit « Ah, il était sympa, il sortait son chien tous les soirs. Oui. » Et cette phrase est idiote, mais je la prononcerai aussi si on me parlait de mon voisin. Or, il s'est trouvé que j'ai eu 1 ou 2 fois, par le plus grand des hasards, croisé des gens qui avaient l'air totalement comme vous et moi, et dont j'ai appris derrière qu'il y avait eu des choses absolument insensé. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cette histoire, qui est à la fois cette petite femme, toute petite, toute frêle, toute triste, malheureuse, méprisée, maltraitée, qui rencontre cet avocat qui est un peu revenu de tout, mais qui a une grande gueule,
et comment il va s'occuper d'elle alors qu'elle est accusée de complicité d'infanticide et qu'elle va elle-même se dénoncer. Ouais. Et comment on rentre dans l'intimité du couple, la maltraitance de celle qu'elle appelle son fiancé, mais qui ne mérite pas ce nom-là, comment ils se sont rencontrés, comment il la domine, comment elle se venge, comment la mère de ce dernier. Donc on rentre dans des scènes de couple tout en avançant dans l'enquête. Donc j'ai essayé, mais moi ça m'a excitée. Oui. J'ai essayé de le rendre excitant. Vous voyez ce que je veux dire, quand je découvrais un truc tout d'un coup, une pièce du dossier, je sautais en l'air en disant waouh, comme si j'avais été un détective. Donc Non, je me suis prise pour un policier en fait. Mais c'est vrai que c'est fascinant. Alors c'est vrai, il y a le personnage de cet avocat, il a 70 ans, il à la retraite, bon, il n'est pas emballé, hein, parce qu'il se dit, je vais faire une dépression nerveuse, il va s'emmerder. Mais écoutez, il est veuf. C'est un type brillant. Il est veuf, sa Ouais. famille l'enquiquine, parce que ses enfants ne s'intéressent pas du tout aux mêmes choses que lui. Lui, il est plutôt politisé, et il a des enfants qui sont très matérialistes, dirons-nous, qui s'intéressent plus au guide derrière les châteaux, au guide Michelin, ou à l'endroit où ils vont louer leur prochaine maison de vacances. Et il considère que toute sa vie, puisqu'il est veuf en plus, ça a été les grandes causes. Et c'est vrai que le jour où on lui dit « T'es gentil, pépère, tu vas peut-être prendre ta retraite, maintenant tu vas laisser ton bureau à un jeune, tout frais, tout brillant, tout beau avocat », il a l'impression, il sait qu'il faut le faire, parce qu'il ne veut pas non plus dépérir et se ridiculiser en mourant sur scène à 200 ans. Et d'un autre côté, il n'est pas le côté d'aller faire des balades, aller faire le tournée des médecins pour être sûr qu'il n'a rien. En plus, il est pessimiste. Il est. C'est un beau personnage. Il est bien, mais je l'adore. Ouais. Mais il est sûr, il veut pas aller voir chez le médecin parce qu'il pense qu'on va lui trouver des trucs. Enfin, il est angoissé, il boit un peu, il fume. Et puis là, il arrive un coup de là, fil. C'est ça qui est un truc. là, on il sent. reprend. Il gagne 10 ans. avant, il a été l'avocat Formidable. qui a sauvé cette Formidable. jeune femme. On sent Et qu'il il a l'a plus revu. une passion. Cette femme est fascinante. Elle l'a fasciné. Et il lui a évité, évidemment, la condamnation. Et elle, vous l'avez dit, elle était accusée d'infanticide sur son propre enfant. Et c'est le type à côté qui a été condamné. Mais donc, au fond, il se dit pourquoi elle revient? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est à la fois intrigué, excité et content de refaire quelque chose. Et il dit même que comme il est retraité, alors il y a toujours le principe, quand on est avocat, on l'est pour toujours, il y a des règles, on ne va pas les raconter sa vie. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus libre des contraintes du droit pénal. C'est-à-dire qu'il appelle ses copains pour essayer de retrouver des trucs dans les dossiers. Il se remêle de plein de choses. Il y a une histoire de lettre anonyme, elle est surveillée. Et il plonge à cœur joie là-dedans. Oui, et c'est vrai que nous aussi, on plonge à cœur joie là-dedans parce qu'on remonte dans le temps, on va revivre le procès, on va revivre la reconstitution, on va revivre tout ce qui s'est passé au cours de ces années. Et au fond, on va découvrir les personnages et surtout, on ne peut rien dire évidemment, Nathalie, parce que c'est un suspense. Ah bah non, parce que moi, le défi de la promo, voilà. C'est que j'ai bien un moment donné où je vais dire une ânerie et Non, je vais tout révéler. Non, on ne va rien dire. Juste Attention. que dans tout bon fait divers, on est pris à rebours, les faux semblants, les mensonges, les apparences trompeuses. Et c'est ça qui est fascinant. Et surtout, la manipulation. Mais oui, c'est exactement ce que vous dites. Et surtout, c'est que faut toujours aller, quand on va un peu derrière les choses, quelqu'un qui peut être coupable, mais par passivité, quelqu'un peut être innocent, parce que c'est un autre qui a été le cerveau de l'affaire, et on n'a été que le bras. Donc, c'est juste quelque chose aussi, que j'ai essayé, sur la complexité des sentiments, des influences, de la domination, de la vengeance, des espèces de détermination incroyables chez des gens qui ont l'air d'être des gens comme vous et moi. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est mon obsession. Les apparences, quand même. Mais attendez, quand on se dit... Les apparences trompeuses. Et au fond, mais on a tous croisé des criminels dans la rue ou je sais pas où. Guy Georges avait ses amis, tout voilà, le monde le trouvait formidable. C'était un garçon charmant. Exactement. Thierry Paulin, il passait ses soirées à l'Alcazar et tout le monde le trouvait charmant. Voilà. Méfiez-vous de tout votre entourage. Et Fourniret, il avait la tête du type à qui pas de problème. On se méfie pas trop, a priori. Sa femme, en France. Mais pourquoi ça vous fascine, Nathalie? Je trouve ça dingue, parce que c'est vrai, ça fascine beaucoup de monde. Non, mais ça Tous fascine. Ceux qui nous écoutent adorent ces histoires. Je suis pas fascinée par le mal. Pas fascinée, c'est pas le terme. Mais je trouve que le héros, c'est pas forcément... Un héros, pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui a des qualités qui dépassent la normale, qui dépassent... Qualité ou défaut, mais des gens...
avoir quelqu'un qui est capable de survivre à des interrogatoires, de très bien tenir, de ne pas se tromper. On parlait tout à l'heure 2 secondes avant d'enregistrer ce jubilat. Je suis fascinée par la solidité de quelqu'un qui ne craque jamais, Oui. quelqu'un qui ne pleure jamais, quelqu'un qui ne se dénonce jamais en disant à un moment donné la culpabilité étant tellement forte. Je trouve que ça a un ressort de tragédie antique avec des choses beaucoup plus bas de gamme, mais c'est ce ressort-là que je trouve intéressant. Oui. C'est-à-dire comment on en arrive à commettre des choses qui sont ou à supporter, ou à vivre avec le poids pas du péché, parce que je ne suis pas dans avec cette une culpabilité. parfois une grande intelligence. On peut dire que Jubilard, on n'a jamais retrouvé le corps de sa femme. On peut dire que Ligonès, il laisse un mystère. Et puis Fourniret avait un QI très élevé. Donc, alors, je ne suis pas que sur les serial killers, mais je dois dire que je peux pas. Je lis ce que je peux lire dessus, et je trouve ça très très intéressant d'essayer de rentrer dans leur cerveau. Enfin, rentrer modestement. Hein, je ne suis pas capable de. Je suis pas mentaliste. Oui. Mais il y a une veine. Et c'est plus passionnant que de rentrer dans la tête des politiques. Ah bon? Parfois, vous ne vous dites pas, Nathalie, quand vous avez des hommes politiques, vous dire que voilà, l'image sympathique et tout ça, puis vous voyez le vernis qu'il y a derrière. Vous dites non, c'est pas Mais vrai. moi, Ce type est faux, ce type joue. Mais vous le voyez, ça? Oui. Enfin, je pense qu'on le On voit. ne citera pas de nom. Hein. Non, je pense qu'on le voit et je pense que les gens le voient. Je ne crois pas honnêtement qu'on puisse que quand on est méchant ou malfaisant, pas méchant au sens, j'ai pas 12 ans et demi à dire ah, mais il est méchant le monsieur. Quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui n'est pas tendre, quelqu'un qui est fake, je crois que ça se voit. Vous en croisez dans votre vie? Vous aussi. Mais en politique, Mais il y bien en a sûr, mais aujourd'hui. attendez, la même proportion de gens loyaux, des gens qui ont une parole, des gens qui font pas pleurer dans les chaumières avec des choses fausses. Mais ils n'arrivent pas à tromper le Je crois, public. moi, que les gens... Quelquefois, ils ne savent pas pourquoi, mais ils disent, ce type-là, je ne le sens pas. Et je crois que c'est très, très difficile de raconter de soi-même une histoire qui est fausse, même si elle est valorisante. Il y a forcément un moment donné où les gens sont très intuitifs. C'est pour ça que ça ne sert absolument à rien, je crois, d'aller à la télé pour faire tout un numéro, oui. parce que ça ne marche pas. Comment ça? Vous diriez ça pour les hommes politiques aujourd'hui? Ceux qui vont faire campagne pour l'élection présidentielle, vous dites ça ne sert à rien tout ça? Mais non, je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis que ça ne sert à rien d'inventer des trucs. Ni de s'inventer des histoires, ni de s'inventer un passé, ou de s'inventer, disons, d'enjoliver. Quand on est quelqu'un de... Je pense que ça se voit, quand on est quelqu'un de bien, ça Le se voit. mensonge. Le mensonge, c'est utile. Ou la façon d'enjoliver, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se raconte les choses en se donnant une position avantageuse. Mais on le sait. Quand on fréquente un peu, au bout d'un moment, on sait des choses sur eux, mais comme ils doivent savoir des choses sur nous, Oui. et qui ne sont pas forcément plus reluisantes. Mais la vérité, c'est quelque chose qui, quand on fait très attention à la façon dont les gens se comportent, sourient, ou des expressions cachées, vous savez, un air méchant, alors qu'on ne sait pas qu'on est filmé, je pense que la vérité, la vraie nature reprend le dessus. Merci Nathalie Saint-Cricq. Alors ça s'appelle La Petite Mère, formidable roman. Je vous dis ce qui est écrit parce que ça on peut le dire, ténor du barreau. Il l'a sauvée de la prison, cette petite mère. 20 ans plus tard, elle cherche à le revoir. Pourquoi? Évidemment, lisez ce livre. Vous allez être accrochés aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cricq d'avoir été là.